Mathieu Slama dans le Grand Journal. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme Merci. tous les jeudis. Mathieu, Trump is back. Le candidat républicain est celui qui a mené, selon vous, la meilleure campagne, sans conteste. Oui, alors bon, c'est évidemment quand même un coup, cette victoire de Donald Trump, personnalité qui pour moi est absolument effrayante, extrémiste, populiste, vulgaire et puis très brutale, très brutale. Mais force est de constater que dans cette campagne, c'est lui qui a fait, hélas, mille fois hélas, la meilleure campagne, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est la com qui compte beaucoup plus que les idées. Je reviendrai après sur les idées de Kamala Harris, mais au fond, Trump a gagné parce qu'il a fait une campagne de coup d'éclat, une campagne de buzz, une campagne très, axé sur le choc que ça pouvait provoquer, notamment sur les réseaux sociaux, bien aidé évidemment par les algorithmes de Twitter grâce à son ami Elon Musk. On pense notamment à son passage au McDonald's. Alors voilà, il y a eu l'épisode de McDo, il y a eu l'épisode du camion poubelle en réaction à ce qu'avait dit Trump, une phrase de Biden sur l'électorat de Trump, en gardant d'ailleurs cette espèce d'uniforme entre guillemets de personnes dans un camion poubelle. Donc il y a eu ces coups d'éclat, il y a eu des meetings qui ont été particulièrement commentés. Bref, il y a eu tout un tas de choses dans sa campagne qui ont fait qu'on a parlé de Trump. Ça a été vraiment une campagne de personnalité, de coups d'éclat et beaucoup moins d'idées. Et Kamala Harris, de son côté, qu'est-ce qu'on retient de sa campagne ? On est incapable de retenir un moment. Peut-être son débat avec Trump qui avait été plutôt réussi. Oui, son débat, d'ailleurs, il n'y a pas eu de deuxième débat parce que Trump a refusé. Ce qui en dit beaucoup d'ailleurs sur la lucidité de Trump par rapport à lui-même et à la dynamique de sa campagne. Donc, tout ça pour dire que c'est évidemment la com qui a gagné dans cette campagne sur les idées, et Kamala Harris a échoué à vraiment faire une campagne marquante, et ça, quand même, c'est à son discrédit. Qu'est-ce qui a manqué sur le fond à Kamala Harris ? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'au fond, je pense que ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à cette campagne et à la victoire de Trump, c'est les enseignements pour la France. Il est évident que il y a un enseignement quand même par rapport à Kamala Harris qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au fond, Kamala Harris a défendu un programme très centriste. Et ça, c'est dit de l'observation de beaucoup de gens, que ce soit sur l'immigration. Je veux dire, quand même, Kamala Harris, dans son programme, il y avait l'idée de continuer à construire le mur par rapport au Mexique. Donc, c'était pas du tout un programme de gauche sur l'immigration. Elle s'est inscrite dans la lignée, finalement, de Joe Biden, dont elle était, rappelons-le, la vice-présidente. Même, elle était peut-être moins à gauche que Joe Biden encore. Moins à gauche que Joe Biden. Sur l'économie, c'est un programme assez libéral, assez pro-business, au final. Sur les questions sociétales, notamment sur la question trans, elle a été très timorée, en disant moi je veux juste que la loi soit respectée, donc absolument pas dans une logique de donner plus de droits à des personnes qui sont quand même minorisées aux États-Unis et parfois même persécutées. Donc c'était un programme très triste. Et je crois que la leçon, une des leçons qu'on peut retenir de cet échec de Kamala Harris pour la France, c'est le fait qu'une gauche qui ne s'assume pas de gauche, quand on a une droite qui est de plus en plus radicalisée, parce qu'au fond, Trump, c'est quand même finalement le symbole de ce qui arrive à la droite dans tout l'Occident, c'est qu'elle se radicalise, qu'elle s'extrême droitise de manière générale. Vous pensez qu'à l'extrême droite doit répondre une extrême gauche ? Pas forcément extrême gauche, mais en tout cas qu'à une extrême droite, il faut que la gauche soit fidèle à ses principes et tienne bon sur ses principes, et surtout assume une certaine radicalité aussi. Le centrisme face à l'extrême droite échoue quasiment toujours, et on l'a vu aux États-Unis à cette occasion. Le centrisme mou de Kamala Harris a aussi échoué à notamment recueillir peut-être plus de voix, notamment au sein de la jeunesse. Et il y a eu quand même une forte abstention dans ces élections. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Vous avez été, Mathieu, très sensible à la rhétorique de campagne de Donald Trump, qui s'est montré beaucoup plus radical sur certains thèmes que lors de ses 2 dernières présidentielles. Oui, le Donald Trump de 2024 est plus radical, plus extrémiste que le Donald Trump de 2016. Mais finalement, beaucoup moins dans le contrôle. Mais oui, et c'est finalement le monde, et de manière générale, qui est devenu beaucoup plus extrémiste, et donc ça reflète aussi cet élément. On voit bien, quand on regarde l'électorat de Trump, on voit bien qu'au fond, la victoire de Trump, c'est la rencontre entre 2 haines. Une première haine qui est la haine misogyne. On voit que c'est d'abord les hommes blancs qui ont voté en masse pour Trump, même si évidemment. Les hommes noirs. J'y viens sur cette question-là, mais globalement, on voit que les hommes ont majoritairement
plus voté pour Trump que pour Kamala Harris. Et on connaît la rhétorique masculiniste, misogyne de Donald Trump, qui a joué à fond dans cette campagne et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est très inquiétant, qui touche tout l'Occident, c'est que l'idéologie masculiniste, viriliste et misogyne, en tout cas anti-femme, très, très hostile aux droits des femmes, s'est imposée. Et il y a cette haine-là qui clairement se manifeste dans le vote pour Trump. Et l'autre, évidemment, haine, c'est la haine raciste, puisque c'est l'Amérique blanche qui a majoritairement voté pour Donald Trump, là où en effet la communauté noire s'est quand même beaucoup investie pour Kamala Harris. Alors on voit que les latinos, eux, c'est plus complexe de ce point de vue-là, mais que globalement, la rhétorique qui est xénophobe, profondément xénophobe de Trump, que ce soit sur les musulmans, sur le travel ban, sur l'immigration, je veux dire, Trump tient un discours sur l'immigration qui est effrayant, on voit que ça a aussi mobilisé un électorat qui est très sensible à ces thématiques racistes. Donc on voit bien la rencontre entre plusieurs haines qui aussi, finalement, traversent tout l'Occident. Et puis en France, on voit bien la France, c'est un peu la même chose quand même. L'électorat hispanique et une minorité, ça je crois que c'est autour de 40% des hommes noirs ont malgré tout voté pour Trump. Est-ce que ça ne vient pas un peu corriger le tableau que vous nous dressez? Oui, c'est pour ça que... En contraste avec ce qui s'était passé, qui était beaucoup plus clair en 2016. Eh bien, sur les hispaniques, les latinos, comme on dit, il y a je pense aussi plusieurs explications, mais il y a aussi peut-être le côté de la porte fermée des immigrés qui ont leurs papiers, qui ne veulent pas que d'autres arrivent sur le territoire. C'est aussi peut-être potentiellement une explication. Il y a sans doute d'autres explications à ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours un élément complexe. Et enfin, la dernière chose qu'on peut dire, si j'ai encore une minute, vous l'avez, c'est qu'avec Trump, on a vraiment on a vu la place qu'Elon Musk a pris dans ses campagnes, qui est une place monstrueuse. C'était lui son vice-président en réalité. C'était pas Vance, c'était vraiment Elon Musk qui était partout. Il aura un rôle dans l'administration. Il aura un rôle immense. Il aura un rôle immense dans cette administration et il a fait accessoirement une très bonne affaire dans tout ça. Mais on voit bien que chez Trump, il y a cette rencontre entre l'extrême droite, qui a une droite radicalisée, une extrême droite très xénophobe, très misogyne et très réactionnaire, avec un ultra-libéralisme débridé, un libertarianisme, si l'on veut, qui est représenté par Elon Musk. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui se préfigure, quelque chose qui pourrait arriver en France, entre l'alliance avec la droite libérale et l'extrême droite réactionnaire. Voilà, on verra. Même une forme de plutocratie à l'avenir, mais on y reviendra peut-être dans une autre chronique. Merci beaucoup Mathieu Slamat d'avoir été avec nous. Bon après-midi.